Vous avez peut-être vu cette interview de Combini dans laquelle une femme explique qu'elle a planifié la fin de sa vie en janvier 2020. Bonjour, je m'appelle Jacqueline, j'ai 74 ans et j'ai décidé en janvier 2020 de mettre fin à mes jours. Pour ce faire, Jacqueline Jenkel va se rendre dans la ville de Bâle afin de bénéficier du suicide assisté légal en Suisse. Le terme bénéficier n'est pas choisi par hasard car sa décision est un choix délibéré. Jacqueline ne souffre pas d'une maladie incurable, elle n'a pas d'handicap encore toute sa tête, rien si ce n'est le temps qui passe. Elle a 74 ans, elle en aura 75 en 2020 et c'est l'âge auquel elle a décidé de partir. Oui, aujourd'hui c'est joyeux. En Suisse, le suicide assisté est légal depuis 1899. En France, la pratique est passible de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende et l'État ne semble toujours pas vouloir changer d'avis puisqu'en juillet, la plus haute juridiction administrative française s'y est opposée. À ce jour, la fin de vie est réglementée par la loi Leonetti, adoptée en 2005. Cette loi donne à tous les Français la possibilité de rédiger des directives anticipées afin de faire connaître leurs souhaits en fin de vie. La dernière modification de cette loi date de 2016, apportant le droit à la sédation profonde, à ne pas confondre avec l'euthanasie ou le suicide assisté. La sédation profonde consiste à éviter une souffrance insoutenable au patient en fin de vie, en l'endormant ou du moins en diminuant son éveil. Ce n'est pas elle qui provoque la mort du patient, mais la maladie qui évolue naturellement. Alors que l'euthanasie vise à provoquer la mort du malade par un tiers, toujours dans l'optique de mettre fin à sa souffrance et à celle de ses proches. Elle est interdite en France et légale dans seulement 4 pays, la Colombie, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg. Quant au suicide assisté, c'est une sorte de dénaissance. Après avoir fait quelques démarches médicales nécessaires et payé 9 000 € à une association privée, la personne qui souhaite se suicider se rend dans un appartement pour remplir le dernier papier de sa vie. Souvent accompagnée d'amis et de famille, après avoir certifié qu'elle souhaitait mourir, elle boit une potion qui la fera dormir puis mourir paisiblement à côté d'une sorte d'ange de la mort. Rika, vous allez me demander si je vais encore mourir? Oui, bien sûr. Alors, vous êtes bien Madame Michel Causse? Oui. Vous voulez vraiment mourir aujourd'hui? Absolument. Vous êtes persuadée de vouloir mourir? Oui. Parce que si vous buvez ce médicament, vous vous endormez, vous allez mourir. Oui. Ça, c'est clair. C'est ma volonté. C'est votre volonté. Oui. Alors, je vous dis au revoir. Adieu. Ce sont des images difficiles à regarder, je vous épargne les passages les plus lourds. Mais il faut bien comprendre pour qui le suicide assisté a été rendu possible. On ne parle pas ici de dépressif, on ne parle pas de gamine de 13 ans qui s'engueulait avec ses copines. On parle de David, 104 ans, qui a assez vécu et qui en a assez de vivre. Is your mental capacity good? I think so, yes. On parle de Nicole, 59 ans, dont le diagnostic en 2014 a montré qu'elle était atteinte de sclérose latérale amyotrophique, une maladie incurable qui évolue rapidement vers une paralysie totale. Aujourd'hui, la maladie, elle m'a tout enlevé. Elle a enlevé mes jambes pour mon sport et ma danse. Puis elle a enlevé mes mains pour jouer du piano. J'en ai assez. Je veux partir. On parle de Michel, 74 ans, pour qui le poids des années sur le corps dû à sa maladie est devenu insupportable. Finalement, peu à peu, depuis l'âge de 55 ans, pratiquement, je vis allongée. Évidemment, c'est pas spectaculaire ma maladie, elle est complètement... ça ne se voit pas. Moi je suis un boulet pour les personnes avec qui je vis. Je ne peux pas rester dans une cuisine, je ne peux pas me faire à manger, je ne peux pas faire des courses, je ne peux pas faire les choses que font les gens dits bien portants. On parle de Stéphane, 45 ans, tétraplégique depuis 4 ans. Je sens que ça me bouffe l'intérieur tout doucement. Et plus ça va aller, plus ça va me bouffer. Enfin, je suis pas médecin, mais je le vois, c'est ce qui se passe. Donc là... ce serait bien que ça s'arrête, que là, la douleur psychologique, elle est énorme, ouais. Tu fais plus rien quand t'es dans cet état. Évidemment, ça ne veut absolument pas dire qu'un tétraplégique ne peut pas être heureux. Il en existe plein qui, malgré leurs complications, veulent vivre le temps qu'il leur est donné. Mais il m'est impossible de juger ces gens. J'ai un avis. Il se développe à chaque nouveau renseignement en ma possession sur le sujet, il est complexe de s'en faire un, mais j'ai un avis. Et je ne vais pas vous le donner. Déjà parce que ce n'est pas mon rôle, et surtout parce que ce n'est pas le sujet. Je vous rappelle qu'on est quand même sur une chaîne tech à la base, hein. Non, ce qui m'intéresse, c'est le cas de Jacqueline Jenkel. On l'a vu, Jacqueline est en bonne santé, elle est rayonnante, pleine de vie, elle rit pour une bonne raison, elle aime la vie. Je suis accro à la vie, moi. Évidemment, je suis accro à la vie. Mais les autres aussi, ils auraient rêvé de pouvoir vivre comme Jacqueline. Mais alors pourquoi elle a décidé d'y mettre fin en janvier 2020? Parce qu'elle n'a plus peur de la mort, mais peur de la vie. À partir de 75, on commence à avoir de plus en plus d'emmerdes de santé. La maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, tout ça, c'est vers ces eaux-là que vous attrapez ça. La perte de l'autonomie, pour moi, c'est la fin de la vie. J'ai pas envie qu'on s'occupe de moi. J'ai pas envie d'avoir des infirmières et après qu'on me torche. Que je sois pas capable de prendre mon bain toute seule, que je sois... Non, mais non, no way, pas question, je veux pas de ça. Non. Peur de voir son corps se dégrader, peur de tomber, peur de finir sur un lit d'hôpital, peur de ne plus reconnaître ses enfants, peur qu'ils la voient comme ça. Moi, j'ai pas mis des enfants au monde pour les faire chier. Ils ont rien demandé. Ils sont venus au monde pour mon plaisir. Moi, j'ai eu envie de les faire. Je leur dois de pas les faire chier à la fin de ma vie, c'est tout. Et ils le comprennent, ils sont d'accord. Le suicide assisté est alors un moyen de partir dignement, heureux, en laissant une bonne image. Mais de partir quand même. Dans la loi suisse, il n'est pas stipulé que seules les personnes
personnes atteintes de maladies incurables peuvent y avoir recours. Potentiellement n'importe qui, avec un suivi médical, peut y accéder. C'est aux associations de dire si elles le tolèrent ou non. Et en parlant de tolérance, avec cette interview, Jacqueline a jeté un pavé dans la mare d'internet. On parle de quelqu'un en bonne santé qui annonce en vidéo qu'elle va se suicider quand elle va le faire avec le sourire et totalement légalement. Simplement parce qu'elle a peur de ce que son corps lui réserve pour les années qui viennent. Et ce n'est pas la seule. Selon l'université de Berne, 16% des cas de suicide assisté ne présentaient pas de cause sous-jacente à la mort. Jacqueline est d'ailleurs un peu en dessous de la moyenne d'âge des gens qui en bénéficient, 78 ans. Ce n'est donc pas quelque chose de nouveau, mais c'est son témoignage qui a fait le plus de bruit. Nous vivons dans un monde de plus en plus tolérant, mais aussi de plus en plus débattu, comme on peut le voir sur Twitter avec des débats sans fin tels que un trans est-il un homme ou une femme. Un transsexuel, c'est un homme qui a le sentiment profond d'appartenir au sexe féminin. Ce sentiment peut le conduire à un changement de sexe suite à une intervention chirurgicale. Les débats de Twitter ne seront peut-être pas bien différents dans 100 ans, mais cette fois trans au sens de transhumain. Le transhumanisme est un mouvement prenant l'usage des sciences et des technologies afin d'améliorer la condition humaine, notamment par l'augmentation de ses capacités physiques et mentales. Pour certains, il s'agit juste d'un fantasme, et pour beaucoup, ils considèrent que la souffrance, la maladie, le vieillissement, la mort ou encore le handicap devraient et pourraient ne plus exister. Cette augmentation de l'humain passe par les NBIC, nanotechnologie, biotechnologie, informatique et sciences cognitives. En gros, c'est la modification concrète de notre humanité biologique. Dans l'idée, ça n'a rien à voir, mais dans le fond, c'est comme pour un transsexuel, la modification concrète de notre corps. À en croire Twitter, cette idée de révision du corps humain n'est pas encore totalement acceptée. En revanche, il en a une qui l'est, c'est les tatouages. Le tatouage, c'est une sorte de modification, c'est un bijou dans la peau qui ne se retire pas comme ça. Il y a des années, les tatouages étaient proscrits dans le milieu professionnel. Si c'est parfois encore le cas aujourd'hui, ça l'est bien moins qu'avant, ça finit par être toléré. Et tout fonctionne comme ça. On en demande un peu pour en demander un peu plus et on finit par en demander beaucoup. C'est un principe connu qu'on appelle le pied dans la porte. Il est très apprécié des commerciaux qui veulent vous vendre une potion d'élixir, des politiques, mais aussi de Jacqueline, puisque ce n'est pas la femme lambda que l'on pense. Elle a été pendant de nombreuses années vice-présidente de l'ADMD, l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Mais ce combat qu'elle a mené durant sa vie n'invalide pas pour autant son souhait de mort. Jacqueline Jenkel a 74 ans, un corps et un cerveau qui fonctionnent, mais elle ne veut pas affronter les complications probables de la suite de sa vie. Elle souhaite utiliser quelque chose qui a été initialement mis en place pour des malades comme échappatoire à la vieillesse parce qu'elle a peur de cette dernière. Elle considère que l'évolution de la technique devrait changer le cours de nos vies et ce n'est pas la seule. À l'image d'Elon Musk et sa société Neuralink qui vise à implanter des microprocesseurs dans nos cerveaux pour guérir d'un handicap. S'il va s'arrêter à ça ou vendre des modifications du cerveau à tout le monde, rien ne nous le dit si ce n'est sa belle gueule, mais c'est l'idée de base. En tout cas pour le moment c'est pour les handicapés, c'est une bonne chose. Mais qu'est-ce qu'un handicap? Un handicapé est une personne avec une défaillance, il n'est pas défini comme normal au sens de la santé du corps humain. J'ai une assez mauvaise vue, je suis myope, cela fait-il de moi un handicapé? Par rapport à quelqu'un qui a une bonne vue, oui. J'ai des lunettes qui corrigent ma vue pour me ramener une certaine normalité ou une normalité certaine, mais qu'est-ce que la norme? Si demain des machines, robots ou autres logiciels sont bien plus intelligents que nous, seront-ils surdéveloppés ou serons-nous les handicapés d'un siècle qui nous a dépassés? Le transhumanisme pourrait à ce moment-là être la correction dont nous avons besoin pour nous ramener à une norme qui a été redéfinie par le développement de la robotique et de l'intelligence artificielle. Tout comme pour ma vue dont je ne sais définir le vrai du faux entre avec et sans mes lunettes. Il y a des années, vous ne saviez pas ce qu'était l'intelligence artificielle, ce n'était qu'un thème de science-fiction. Aujourd'hui, une IA bat le champion du monde du jeu de Go, un jeu qui repose essentiellement sur de l'intuition, tandis qu'une autre analyse un cancer du cerveau bien plus rapidement que les meilleurs chirurgiens. Peu importe votre entraînement, peu importe vos études, vos connaissances, vous ne pourrez jamais rivaliser contre une machine à qui on a injecté des millions de données. Mais imaginons que les IA que nous fabriquons respectent des lois de la robotique claires et qu'elles nous permettent quand même d'exister socialement, peut-être même professionnellement, artistiquement, qui nous laissent une légitimité à être. On va avoir un autre problème. Les hommes. Les transhumanistes n'attendront pas que des robots prennent notre place pour s'augmenter. Pour la plupart, ce n'est même pas le but. En France, on est assez de conservateurs. Seulement 13% de la population juge que l'augmentation des capacités cérébrales des enfants en agissant sur le fœtus serait positive. En Chine, ce nombre monte à 39%. Chez les jeunes chinois, il atteindrait même 50%. C'est énorme, mais pas étonnant. Allez là-bas et vous verrez à quel point leur smartphone est déjà une prolongation de leurs bras et nous ne sommes pas si loin de cette réalité. Et encore, ces chiffres datent de 2015. 2015, c'est une date importante. C'est l'année où il a été rendu possible pour les Chinois d'avoir 2 enfants. Jusqu'alors, il leur était strictement interdit d'en avoir plus d'un et ce depuis 1979. Cette loi a eu des répercussions dramatiques. Disons qu'en Chine, avoir une fille, c'est pas optimal. Elle quitte sa famille à son mariage pour enrichir un autre foyer, tandis qu'un garçon assure la continuité des revenus. Pour s'épargner cette situation, de nombreux couples, et pas tous évidemment, ont eu recours à la noyade à une certaine époque et à l'avortement plus récemment. S'il y a un déséquilibre homme-femme en Chine, c'est pas par hasard. C'est une autre culture, hein. Bah regardons un peu la nôtre. Chez nous, il ne s'agit pas de sexe, heureusement, mais de normalité. Il en est une qui est parfaitement acceptée chez nous, grâce au diagnostic précoce pris en charge par la sécurité sociale, plus de 95% des enfants trisomiques dépistés sont éliminés. Elle est sympa cette vidéo, hein. Mais revenons un peu à la Chine et expliquons pourquoi cette loi de l'enfant unique. La Chine était en surpopulation. Voilà, quand t'as trop mangé au point de vomir, t'arrêtes de manger. Imaginons qu'on vive dans une société où l'handicap a été éradiqué, personne ne souffre de douleurs de dos car personne n'est vieux, même la mort ne fait plus partie de la vie. Si tous les corps fonctionnent encore comme des zombies conscients sans date de péremption, nos villes seront très vite surchargées comme une scène de Walking Dead. Il faudrait alors tirer des balles dans la tête de certains pour réduire la meute. Évidemment, on peut pas faire ça, non. Il faut un modèle précis qui a peut-être été décrit par Andrew Niccol dans le film Time Out. Dans ce film, le temps c'est de l'argent, littéralement, ou plutôt l'argent c'est du temps. Chaque individu est génétiquement modifié, il naît avec un minuteur sur l'avant-bras. À partir de 25 ans, l'individu s'arrête de vieillir et son minuteur se déclenche, il s'agit de sa vie. Combien il te reste? 3 jours, à peine. On en doit la moitié pour le loyer, 8 pour l'électricité, on a du retard sur un prêt. Il doit alors travailler pour gagner du temps. Time Out nous peint une réalité dans laquelle certains mendient, volent ou se tuent au travail alors que les taxes ne cessent d'augmenter pendant que des centenaires jouent des demi-siècles au poker. Mais évidemment, ce n'est qu'un film.
À partir de 2020, arrive Jacqueline, la Chine rendra obligatoire un système de notes sociales de chaque individu qui permettra de définir par exemple s'il a le droit de sortir du pays ou non. Une sorte de TripAdvisor de l'État sur l'individu avec des conséquences lourdes. Le plan serait de se servir des données fournies par les smartphones, les réseaux sociaux, à peu près tout ce que les résidents font sur internet, mais aussi dans les endroits publics grâce à des caméras à reconnaissance faciale. Ça, à la base, c'est un épisode de Black Mirror. Penser que la science-fiction n'est que de la fiction, c'est n'avoir compris que la moitié du terme. Imaginons que cette note sociale basée sur notre comportement, casier judiciaire, opinion politique ou encore notre situation financière soit l'élément essentiel qui détermine si on va décéder à 60, 80 ans ou même jamais. Toutes ces informations seraient envoyées à un algorithme qui calculerait selon sa loi du code quelle est la date de ma mort. Loi certainement définie par des entités comme Google, Amazon ou Apple, car de toute façon les politiques ne comprendraient rien à cette vidéo. Et lorsque mon heure sera venue, qu'un minuteur soit là pour me le rappeler ou non, mes composants s'éteindront, comme un smartphone atteint d'obsolescence programmée. Ça rend fou. Ce qui rend fou, c'est que le commercial entre chez moi dans mon intimité, mais j'ai rien pu faire. Il avait déjà un pied dans la porte. Avant de boire la potion d'élixir qu'il vient de me vendre, mes derniers mots seront une citation de Steve Jobs. Personne ne veut mourir. Même les gens qui veulent aller au paradis ne veulent pas passer par la mort. Et pourtant la mort est notre destin à tous. Personne n'y a jamais échappé. Mais la mort est sans doute la meilleure invention de la vie. Elle efface l'ancien pour en faire du neuf. En ce moment, le neuf, c'est vous. Mais un jour, passé éloigné, vous allez devenir l'ancien et être effacé. Désolé d'être aussi dramatique, mais c'est assez vrai. Merci à tous. C'était Léo Duff. Mais on peut vieillir en étant heureux, il y a des gens Oui, mais je suis qui y heureuse. arrivent. Il faut dire, je suis lucide, je suis Jacqueline Jenke, j'ai bien vécu, j'ai tel âge, maintenant je voudrais en finir. J'avais dit à mon mari, un jour, quand je vais te dire j'en ai assez, ne me le fais pas répéter. D'accord. Oui. Je suis un homme libre. Oui. Mais c'est très facile de passer de la vie à la mort. C'est la vie qui est difficile. Est-ce que réussir sa mort, c'est aussi réussir sa vie? Bien sûr, ça fait partie de la vie, la mort.